Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, lâcher des pouces bleus. Abonnez-vous. Vous écoutez Les Ardosiens, on espère que tout va bien. Saison 1, épisode 6, Scarface, de Brian De Palma. Ce soir en compagnie de Max, Hola. de Rai Hola. et de Lino, Hola, chicos. et moi-même, Bob, pour vous servir, chers auditeurs. Ce soir, nous allons parler de Scarface. Ce soir, on parle de Scarface de Brian De Palma. C'est un film qui nous tient à cœur, particulièrement à Max, Ray et moi, puisque c'est un film sur lequel on a beaucoup tripé pendant une quinzaine d'années et qu'on connaît par cœur. On se balance très souvent les répliques ensemble, donc c'est un film qui nous tient à cœur et il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler ce soir. J'en profite pour dire aussi que normalement cette émission devait se tenir à 3, mais Max est passé à l'improviste sur le serveur et donc comme il connaît très très bien le film, on l'a invité. Soirée cubaine en approche, messieurs. Aïe aïe aïe. Alors je tiens à dire pour ma part que je n'ai pas regardé Scarface avant de vous rencontrer, parce que je n'ai toujours eu affaire qu'à des fans de Scarface complètement dingues, fous et violents. Donc je me suis dit que ce film-là ne devait pas apporter grand-chose. Mais en fait... Et oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus utile de faire ce film, parce que oui, évidemment, quand vous êtes un jeune avec avec une certaine exigence en 2020, quand vous voyez la plupart des gens qui sont fans de Scarface, en général, c'est des gens assez repoussants pour tout un tas de raisons, et ça vous donne pas envie de voir ce film. Alors c'est vraiment à tort, parce que c'est un film d'une très très grande qualité objectivement, et c'est pour réhabiliter ce film un petit peu qu'on fait cette émission. En tout cas c'est un peu le but, en tout cas pour moi. Et Il avait d'ailleurs fait scandale lors de sa sortie, sa mauvaise réputation était déjà apparente lorsqu'il était passé dans plusieurs festivals où les professionnels du milieu ont refusé de regarder jusqu'à la fin et étaient sortis de la diffusion. Oui, il a eu un destin un petit peu comme Orange Mécanique avant lui. Orange Voilà. Mécanique, c'était encore plus poussé, je pense même, le problème. Mais donc, allez, on enchaîne tout de suite sur le brief du film. Alors, Scarface, de quoi ça parle ? Scarface, c'est un film qui vous propose de suivre l'ascension criminelle d'un immigré cubain qui s'appelle Tony Montana, de son vrai nom Antonio Montana, visiblement, qui est donc un exilé politique cubain. Ça a lieu dans un contexte historique réel, c'était en 1980 où Fidel Castro a fait une purge à Cuba et a viré tous les contre-révolutionnaires, tous les réactionnaires de l'île, et il les a envoyés aux États-Unis. Sauf que comme il est malin, il en a profité pour mettre beaucoup de psychopathes, d'anciennes personnes qui vivaient dans des asiles et des criminels. Et comme les États-Unis étaient à cette époque-là sous la présidence démocrate de Jimmy Carter, Jimmy toujours... oui, Excuse-moi. J'ai pas dit Jimmy Carter ? Johnny. Ah pardon, oui c'est ça, Jimmy Carter. Donc on peut toujours compter sur les gauchistes pour faire de la merde avec l'immigration. Et en 1980 aux États-Unis c'était pareil. Donc Jimmy Carter a accueilli ces gens à bras ouverts. Sauf que voilà, comme je vous ai expliqué, il y avait énormément de délinquance. Et c'est des gens aussi qui globalement étaient pas très éduqués. Ça fait exploser le chômage à Miami. Il s'en est suivi tout un tas de problèmes sociaux. Et donc Tony Montana fait partie de cette vague d'immigration, et c'est un mec très énergique qui a décidé de grimper l'échelle du crime dans la ville de Miami à son arrivée. Et donc ça se passe en plein dans les années 80. Et nous pouvons voir que c'est les années 80, notamment grâce à leur sap. Ils sont sapés d'une manière exotique. Ah oui, non mais il y a tout, il y a la musique. Tu voulais dire quelque chose, Ray, excuse-moi ? Ben oui, la SAP, elle est très très présente dans ce film. On voit vraiment que c'est un film des années 80, il y a des sacrées chemises hawaïennes. Attends, ne balance pas toute la sauce, puisque ça va être dans un des axes qui va suivre. C'est un film à ambiance en fait, c'est une machine à remonter dans le temps.
Voilà. C'est ça, ça. exactement. On va en parler plus longuement. Gardez vos munitions pour l'instant. Gardez vos munitions, messieurs. Chargeur plein. Alors, après le brief du film, on va enchaîner sur justement le contexte du film et la personnalité qui a conçu ce film, Brian De Palma. Donc déjà, il faut savoir que Scarface, c'est un film, c'est un remake d'un vieux film de 1932 de Howard Hawks. Et c'était un film qui, à l'époque, était assez révolutionnaire, puisque je ne l'ai pas vu. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Je crois que personne ici ne l'a vu, si je me trompe pas. Non, je n'ai jamais vu l'original dont c'est inspiré. Mais je l'ai, les gars, si vous voulez, on pourra se le voir après l'émission. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et alors, par contre, je sais l'importance de ce film dans l'histoire du cinéma, c'est que son importance à lui, c'est que ça a été un des premiers films à donner une vision très noire, très crue, très violente des gangsters qui, jusqu'à présent, avaient une image encore un peu romantique dans le cinéma. Et donc, ce remake, donc il a eu un remake en 1983, date de sortie du film. Donc Scarface 1983 par Brian De Palma. Et donc alors là, il faut s'arrêter 2 minutes sur Brian De Palma parce que c'est quand même un réalisateur phare, un des très grands réalisateurs américains. Il a notamment fait Phantom of Paradise, donc Scarface, Mission Impossible, L'Impasse, Les Incorruptibles. Il a fait une 30aine de films. Là, je vous ai cité certainement les meilleurs. Après, il a fait des films beaucoup plus dispensables. Moi, je me souviens avoir vu un film qui s'appelle Mission to Mars. Bon, qui était vraiment pas... J'en ai souffert aussi. Je connais personne d'autre qui l'ait vu, à part nous. Mais c'est vrai qu'il fait partie de cette vague de réalisateurs lors de sa génération et aussi la montée en puissance de Steven Spielberg, de ce nouvel Hollywood comme on l'appelait Lucas, ça. Coppola, George voilà, Lucas, c'est ça, Coppola aussi, voilà. Ils sont tous copains, ils ont révolutionné le cinéma en leur temps. Et donc c'est un réalisateur qui fait partie de cette vague-là. Et donc alors, De Palma, lui, il a ses thèmes d'auteur de cinéma particulier. Lui, c'est quelqu'un qui, dans ses films, parle beaucoup de faux semblants. Il y a toujours un côté paranoïaque, mensonge, duperie, qui est toujours assez présent dans tous ses films. Et c'est un peu un des maîtres du thriller. Donc, franchement, voilà, les films que je vous ai dit, Phantom of Paradise, Scarface, Mission Impossible, le premier, L'Impasse, Les Incorruptibles, vous pouvez vous jeter dessus, c'est du très très bon film. Vous avez vu quoi comme film de Palma, les mecs? Bob, je te donne le micro. Pour moi, celui qui me vient direct en tête, et le dernier que j'ai vu de Palma au cinéma, c'est Redacted, où on suit une bande de Marines en Irak, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on les suit depuis plusieurs points de vue de caméra, et notamment de journalistes. Et le film est une espèce de huis clos sur un champ de bataille, entre le champ de bataille et la caserne, et où justement on les voit sur le terrain, on les voit aussi comment leur image est manipulée par la propagande. Et le film est hyper pertinent là-dessus, et allez-y à fond, c'est une vraie expérience en plus cinématographique dans la réalisation. Il date de quand? 2007, si je me trompe pas, c'est 2007, ouais. D'accord. Et toi, Max, c'est quoi les films de Palma que t'as vus et qui t'ont marqué? Alors, moi, mis à part Scarface, qui est le premier que j'ai découvert, j'ai ensuite vu Phantom of the Paradise, bon, qui est un trip un petit peu spécial, mais qui vaut quand même le coup d'être vu, puisque je suis pas vraiment fan, moi, de ce genre d'ambiance un petit peu rock-opéra comme ça. J'ai pas du tout aimé, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, dans le même genre, on peut citer le Rocky Horror Picture Show, moi c'est pas mon trip. Mais franchement, celui-là, je l'ai apprécié. J'ai réussi à rentrer dedans et... C'est encore un film avec une ambiance qui est très poussée et qui est très bonne. Bien sûr, et je crois que c'est justement, il y a qu'un type avec le talent de Palma pour faire rentrer quelqu'un qui est pas du tout là-dedans à l'intérieur. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu film fantastique. Si tu parlais du côté thriller, bah alors là, c'est quand même lui qui a réalisé Carrie. C'est quand même un film assez connu, adaptation d'un roman de Stephen King. L'histoire d'une meuf qui a une carie, c'est ça? Ah non, pas du tout.
Pas du tout, C'est- pas du tout. C'est plutôt les angoisses des règles féminines. Et exactement, on part plutôt dans ce trip-là. Non, alors en fait, pour résumer grossièrement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un film où une jeune adolescente de 16 ans qui est un petit peu la tête de turc de ses camarades de classe à l'école, qui se fait ridiculiser et même franchement tabasser et maltraiter, y compris d'ailleurs en dehors de son collège, puisque sa mère la bat aussi régulièrement. Découvre qu'elle possède des pouvoirs paranormaux, un petit peu comment on pourrait dire ça, tu sais Parapsychologique. exactement, quand tu peux faire de la télépathie, ce genre de truc. Et elle va essayer de s'en servir pour, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, pour se venger des personnes qui la maltraitent, même si elle le fait pas intentionnellement au départ, parce qu'elle ne les maîtrise pas tout de suite. Et il y a notamment une scène assez choc qui avait marqué le cinéma, où elle finit par massacrer l'entièreté de son collège lors du bal de promo. En toute Avec- quiétude. Pouvoir télékinésique, c'est ça. Pardon, j'avais perdu mon mot. Et donc, toi, Ray, donc, c'est quoi les films de Palma que tu as vus et ceux qui t'ont le plus marqué? Alors, moi, autre que Scarface, j'en ai vu qu'un seul. C'est comme Max aussi, c'est Phantom of Paradise. Alors, il est un peu, comment dire ça? C'est un film un petit peu bizarre, un peu psychédélique, et faut savoir aussi que ce film, c'est une sacrée œuvre de Brian De Palma, parce que faut savoir que Brian De Palma, il a fait quand même pas mal de films et il a beaucoup influencé aussi d'autres artistes dans le monde. Et que ce film, Phantom of Paradise, c'est le film qui a inspiré les artistes français les plus connus actuellement au monde, les Daft Punk. C'est grâce à Phantom of Paradise qu'ils se sont inspirés de tout cet univers et qu'ils ont fait cet univers masqué, etc., etc. quoi. Ouais, bah, autre anecdote sur Phantom of Paradise, il y a un manga que beaucoup d'entre nous ici adorent, qui s'appelle Berserk, Ah bah oui. où un des personnages a le même casque que le personnage de Phantom of Paradise. Il s'agit de Griffiths. Donc pour tous les fans de Berserk, puisque je sais que c'est un manga qui a de plus en plus de fans, vous pouvez découvrir une des sources d'inspiration de Berserk dans ce film. Alors pour terminer Comme- avec De Palma, je voudrais juste te dire aussi que j'ai oublié de citer Snake Eyes. J'avais zappé le titre. Qui est un bon film avec Nicolas Cage. C'est des fois assez rare pour être nommé. Comme quoi ça arrive, hein. Quand il est bien dirigé, il est capable de livrer des performances assez impressionnantes, et c'est le cas dans celui-ci. C'est un thriller politique et conspirationniste. Ça pourra en intéresser certains. Oui, c'est pas ce qui manque. Les conspis en ce moment, c'est sûr. Et c'est aussi, y a un film de lui que vous avez tous vu également, je le sais, même si vous l'avez peut-être oublié. C'est lui qui a réalisé la première adaptation au cinéma avec Tom Cruise. de Ouais, la Mission série Impossible Mission 1. Impossible, absolument. Qui est un très bon film. En général, les Missions Impossibles sont même tous globalement de qualité. C'est vrai. Dans des films d'action, c'est plutôt ce qui se fait de bon à Hollywood. Et celui-là, c'est vraiment le meilleur. Et là, De Palma, il met vraiment sa patte, tout le côté justement paranoïa, mensonge, complot, qui se retrouve dans ces films. Bah là, c'est ce Mission Impossible là, il y a que ça. Hein. Et Avec des très scènes bien. d'action débridées, comme à son habitude aussi, ouais. Et avec ce bon vieux Jean Reno. Ah, Jean. Bien sûr. Évidemment. Je trouve que vous êtes dur avec Nicolas Cage parce qu'il a quand même ce sacré talent. Nicolas Cage joue Nicolas Cage qui joue le rôle. C'est quand même assez balèze, quoi. Ah, mais il a tourné dans des très bons films, hein. Moi, j'ai un Ouais, très bon Lord souvenir of de lui War. dans Lord of War, dans 8 mm aussi. Il était très Ouais, bien. ouais, ouais. Ah. Deux très bons films, ouais. Ouais, Non, Mais vous il êtes faut dur, qu'il vous soit êtes bien dur. dirigé. Il Non, faut mais qu'il je- soit je- bien dirigé. Ouais, bah, je trouve qu'il est. Moi, mon opinion à moi, c'est qu'il est un peu surcoté. Voilà, c'est ça le truc. C'est un acteur moyen qui a fait un ou deux bons films. Et voilà, Ah. on en parle beaucoup. Il a surtout une tête extrêmement chelou aussi, qui est un peu un délit de sale gueule, j'avoue. Mais Bah là, si tu veux le voir en roue libre avec une tête chelou, faut regarder celui avec où il partage l'affiche avec John Travolta, là, le film de
Deux mecs avec des têtes cheloues, ça doit être bizarre comme film. Voilà, c'est pas John Woo qui avait fait ce film d'ailleurs, tu sais, où il s'échange de Oh, visage. volte-face. mon Voilà, Dieu. volte-face. J'avais un pote oh, putain, j'avais un pote, je devais avoir 25 ans. Il m'a dit quoi, t'as jamais vu volte-face? Mais faut que tu le vois, c'est génial et tout. Alors je l'ai découvert à 25 ans. Oh putain, qu'est-ce qu'il a mal fait ce film. Ah bah quand on laisse Nicolas Cage en roue libre, ça donne ça. Voilà. C'est un truc de fou. Ah, c'est un nanar en fait. Hein. C'est un nanar Il est romantique. bien nanar. Ah, Et oui, c'est oui. un nanar avec une bonne volonté, quoi. C'est du bon. C'est ça. Ah mais ça, ce qui fait que les nanars. Et il est plaisant à regarder, bien sûr. Il est très plaisant à Ah regarder. oui, c'est un bon divertissement, quoi. Mais bon, en matière de gueule, Scarface n'est pas en reste. Voilà, c'est ça. T'as Ah, raison, réorientons-nous sur le sujet, parce que là, on digresse. Bon, on va faire un... Donc, l'étape suivante, c'est un tour de table. S'il vous plaît, messieurs, donc on retourne sur Scarface. Expliquez-nous comment vous avez découvert Scarface. Je propose que Bob commence. Alors moi, j'ai découvert Scarface d'une manière très originale. Alors c'est pas ce qui m'a donné envie de le regarder, hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris du temps. Quand je dis découvrir, c'est comment vous avez entendu parler, pas forcément quand vous l'avez vu la première fois, mais quel est votre premier contact avec Scarface en tout cas? Alors mon premier contact avec Scarface, c'était en 5e, et il y avait un certain Nicolas qui était dans ma classe. On pourrait le décrire comme une racaille blanche. Alors Nicolas, un soir, passe dans ma rue. Moi, j'étais tranquille, posé en train de geeker, quoi, comme un jeune adolescent. Et là, je l'entends avec sa bande d'arabes en bas de chez moi, en train de gueuler, de tout péter, quoi. Donc je passe la tête par la fenêtre et puis je les vois là en train de foutre la merde, quoi. Je leur balance quelques insanités, les mecs me répondent, il y a l'un d'eux qui m'envoie une pierre dans la chambre, etc. Enfin bon, ambiance classique, quoi. Samedi soir normal. Alors, je précise que c'était en plein Paris, hein. C'était en plein Paris. Et donc, bien plus tard dans la soirée, revient Nicolas, tout seul, complètement éméché, et je l'entends éclater tous les rétros de la rue. Bon, je me mets à la fenêtre, je lui demande ce qui va pas, il me dit descends. Et je vais le voir, et puis on se pose dans mon hall, et le mec était avec un petit bib whisky coca, et puis allez, bonne guerre, quoi, on se partage l'alcool ensemble. Et il me dit ouais, tu vois, c'est pas moi, c'est l'autre qui a acheté la pierre, machin. Je dis ouais, t'inquiète pas, on s'en fout, allez. Et là le mec, accrochez-vous bien, il me demande est-ce que je connais Scarface. Je lui dis non. Et là, j'ai eu le droit à un spectacle, à une pièce de théâtre. Nicolas, dit professeur Witoz, a joué le film pendant plus de 2 heures. Il a joué tous les personnages. En théâtre de rue. Répliques. Un théâtre de rue. C'était, comment ça s'appelle, Avignon. Un spectacle vivant. Ah ouais, mais c'était magnifique. Mais c'était une performance incroyable. Donc en fait, on peut dire que j'ai vu une adaptation de Scarface ultra originale, représentée par un jeune alcoolique de 13 ans, complètement détruit par la rue et ses mauvaises fréquentations. Et sans subvention de la mairie communiste en plus. Hein. C'est quand même un pro total. Vraiment underground. Ah oui, Le talent brut. Et donc ça m'a encore plus dégoûté de ce film. Je me suis dit non, il faut pas que je regarde ça va me détruire le cerveau, quoi. Voilà. Et du coup, t'as dû attendre 2020 pour que moi et Ray on te propose de voir ce film. C'est quand même une sacrée performance puisque avoir raté ce film pendant autant d'années, avoir réussi à passer au travers de ce film pendant autant d'années, c'est une performance vu l'influence qu'il a et vu comment il est connu. T'as dû faire un vrai effort pour le rater. Oui, je m'en préservais réellement. Hein. Je m'en préservais à chaque fois que je le voyais passer dans sur les sites, à la télé ou quoi, que je pouvais l'avoir, ou dans une boutique, et je tournais vite les yeux. Non, il ne faut pas que tu regardes ça. Ça va te mener vers la déchéance. Tu as sûrement en plus vu indirectement sans le savoir le million de références à ce film qui sont faits dans plusieurs jeux vidéo, Mais oui, séries, bande télé, dessinée, films, musique, ah bah. films, tout ce que tu veux.
Ah, c'est pour ça que quand je jouais à GTA Miami Vice, tout le monde était là à référencer ça à Scarface. Alors moi, je faisais semblant, tu sais. Je faisais Le semblant film de a littéralement inspiré le jeu, c'est ça. Mais oui, et moi, je faisais semblant de comprendre. Et même ça, tu vois, alors que j'adorais le jeu, et ben même ça ne m'a pas donné envie de regarder ce putain de film, quoi. Parce que j'ai encore eu l'écho d'ultra violent. Je me suis dit, mais putain, mais ce truc, ça rend totalement barré, quoi. Regarde le jeu, quoi. Il voyait Un encore véritable Nicolas Lanoux embarras. dans son lit. Un véritable embargo sur Scarface comme Cuba subit les foudres des États-Unis. Ils n'auront pas mon argent. Ils n'auront pas mon fluide mental, bordel. Montara. Alors. Ok. Bon, Ah, c'est j'enchaîne. papaye. Ah, ça papaya. Bon, j'enchaîne. Du coup, alors moi, comment j'ai découvert ce film? Moi, c'était en seconde. C'était une année où je sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais moi, régulièrement dans ma scolarité, j'ai eu des années où tu sympathises de manière extrêmement profonde avec une ou deux personnes et tu passes en mode jumeau avec cette une ou deux autres personnes à être qu'entre vous et à être un peu en mode autiste et quasiment pas parler à la classe, à tout le temps être à côté en classe, ce genre de choses. Et bah moi c'était une année comme ça, et c'était une année un peu autiste, voilà, avec deux personnes. Tu avais trouvé ton body double pour référencer un autre film de De Palma. Ouais, c'était un peu ça. On était trois. Il y avait un pote hollandais et donc cet autre pote qui s'appelle Ben, qui lui était colombien belge. Donc voilà. Et ce mec-là, il adorait Scarface. Il avait une espèce d'obsession pour la mafia. Et du coup, il en parlait tellement que je me suis mis à voir ce film, à regarder ce film. Et oui, j'ai beaucoup aimé le film parce que on va en parler par la suite. Mais là, c'est vraiment un film qui est très accrocheur, qui a vraiment Et une t'as ambiance. commencé à vendre du shit. Ah non, par contre non. Moi j'étais dans une zone tranquille, j'ai pas eu la chance comme toi d'être en zone d'éducation prioritaire en banlieue parisienne, donc c'était tranquille. Donc il n'y avait pas trop de shit à vendre ni même à acheter. Et donc oui, j'ai beaucoup aimé ce film dès le départ parce que c'est un film qui est vraiment traînant, qui a beaucoup d'énergie et qui est très très plaisant, surtout quand vous êtes adolescent. Et donc toi, Max, comment tu as découvert ce film? Même si je sais. Moi, forcément, ça découle directement de ce qui vient de se passer, puisque moi, en fait, c'est Lino qui à son tour a partagé le trésor avec son vieux pote lors d'une soirée où on l'a regardé avec Ray en même temps. Là, c'est la première fois que j'ai été confronté à Monsieur Tony Montana. Bon. Alors j'en garde un assez bon souvenir, puisque évidemment, comme la plupart des films, surtout des films d'action ou de gangsters, quand on regarde ça entre potes, immédiatement, il y a une petite ambiance, une petite atmosphère, ça prend toute sa saveur. C'est tellement plus agréable. C'est sûr. Bon, Ray, tu peux raconter aussi, même si on est un peu spoilé. Oui, moi je l'ai connu via Max, et puis c'est vrai que quand la première fois on l'a vu ensemble, on a tout de suite accroché, voilà quoi, à l'ambiance globale, au rythme du film, parce que c'est un film, on va en parler un peu plus tard, mais c'est un film avec un rythme très soutenu, un petit peu spécial, mais j'aime beaucoup le rythme de ce film. Et puis voilà, après on avait une tradition, un moment avec Max, c'est qu'on aimait tellement ce film, on se le regardait une fois par an avec Max ensemble, tellement qu'on l'aimait bien. Absolument. Alors, je voudrais quand même dire que, bien sûr, on va pas mentir. Le film a différents niveaux de lecture, comme on en parlera plus tard, et les premières fois qu'on l'a découvert et qu'on l'a regardé, on l'a plutôt visionné en mode second degré. Hein. C'est vrai que ça, c'est il a un petit peu vieilli quand même. Voilà, il a un petit peu vieilli quand même en plus, donc forcément, il y a un choc quand d'un coup on se retrouve confronté aux tenues, à la musique et aux accents des années 80. C'était quand même un peu particulier. Bah oui, du coup tu tends la perche pour aller justement au premier axe de discussion. L'axe, c'est le fait que Scarface est un film de légende des années 80. Il y a rarement eu un film plus iconique que celui-là dans les années 80.
Voilà, c'est vraiment un film des années 80. Toute l'imagerie du film tourne autour de ça. Il y a une ambiance qui est vraiment incroyable. Les décors, donc là, ça vous projette dans un Miami, voilà, des années 80. Les décors sont très très beaux. Les bagnoles, c'est vraiment les bagnoles des années 80 typiques, les espèces de Ferrari un petit peu rectangulaires, bien flashy. Cabriolet. Ouais, les cabriolets. Toute l'ambiance du film est bien flashy. Les lumières, les couleurs, voilà, des vêtements, des voitures, des maisons. Tout ce côté flashy que les gens ont dans l'imaginaire collectif quand ils pensent aux années 80, et ben je pense qu'en grande partie, ça vient de ce film. Et tout est magistral dans ce film. Les costumes sont vraiment représentatifs des années 80. Je sais que Ray et Max vous a beaucoup marqué, c'est Franck avec ses costumes, avec les chemises pelle à tarte. Costume blanc, chemise rose, pelle à tarte, ça c'est le summum du swag, chemise en or. Chemise hawaïenne rentrée dans les pantalons. D'un côté, c'est un style qui reste classique quand même, parce qu'aujourd'hui, tu te mets ta chemise pelle à tarte, tu te mets tes petites bottines talonnettes, j'ai envie de te dire que, malgré que ça puisse paraître un peu cheap et démodé, il y a un côté classe et classique qui reste. Il y a un côté, tu vois. D'ailleurs, la mode est temporelle, hein. La preuve, depuis quelques années, les chemises tropicales sont revenues sur le devant de la scène. Qui aurait pu le faire. C'est vraiment temporel, parce que tu te serais habillé comme ça dans les années 2000, tu te serais pris des cailloux dans la tête, sans déconner. Hein. Exactement. Non, même si je peux en rajouter sur les costumes. Là, on parle des costumes entre guillemets des hommes, mais même les costumes féminins, les espèces de robes de nuit un peu en satin, tout ça, c'est très spécifique aussi à ces années 80. C'est un peu satin, un peu flashy, les robes de nuit d'Elvira. Ne faisons pas l'impasse sur les maillots de bain féminins. Qui remonte en serrant complètement. C'était la salle de jeu. Miami Beach, hein, donc voilà, il fallait montrer les formes de bodybuilder et tout ça, donc. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant d'un point de vue cinématographique, c'est que toute cette ambiance incroyable, cette beauté, ces talents, ce côté flashy. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il contrebalance le côté absolument noir et dégueulasse du film. C'est un contraste qui fait la richesse et le succès du film, selon moi, puisque ce qui se passe dans le film est ignoble. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de meurtres. C'est d'une violence assez soutenue, ouais. Ouais, c'est d'une violence assez soutenue au milieu d'un truc comme ça, ultra flashy, ultra léger, ultra coloré. Du coup, ça fait vraiment un contraste ultra intéressant, je trouve. Oui, puis il y a Michel Pfeiffer aussi qui est là, comme cette espèce de fleur qui est en train de faner en fil rouge. Oui, et voilà. Qui nous apporte. Elle est un peu partout. Elle est, je trouve, une espèce de fil rouge comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter sur les acteurs après, effectivement. Voilà, les acteurs sont formidables, absolument formidables. Tous. Second rôle, premier rôle, tous. Et c'est quand même une des meilleures performances d'acteurs, d'un des 3 meilleurs acteurs de tous les temps, donc Al Pacino, voilà, donc magistral, fantastique. Avec lui, il y a Michel Pfeiffer, il y a la Gina, comment elle s'appelle, Mastroianni Antonioni. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors, je pourrais pas te le faire avec la prononciation. C'est Marie-Elisabeth Mastrantonio. Mastrantonio, voilà, c'est ça. Ouais. C'est qui joue dans le film Abyss de James Cameron, qui est un bon survival. Qu'elle partage la tête d'affiche avec Ed Harris, absolument. Tout à fait, bon film. Il y a même le mec aussi qui joue dans Amadeus de Milos Forman, qui joue le compositeur italien, rival de Mozart. Et voilà, même les acteurs secondaires, celui qui joue Manny, il est exceptionnel. Ce sont des gueules qu'on n'oublie pas une fois qu'on les a vues. Mais ce qui est très rigolo dans tout ça, là on parle voilà des acteurs qu'on a vus, mais là ce que je suis en train de voir aussi, c'est que le casting de base aussi, il devait être vraiment de luxe aussi. Hein. Stallone, il devait tenir le rôle de Montana, Stallone, et Manny, c'était peut-être John Travolta. C'était John Travolta qui était pressenti pour être Manny. Putain, le duo, quoi. C'est ça.
Je sais aussi, tu as raison de le souligner, Ray, parce que j'avais aussi lu que le titre féminin a été refusé par plusieurs actrices avant que Michelle Pfeiffer soit sélectionnée. Ça a été proposé à Rosanna Arquette, Abonnez-vous. Jennifer Jason Leigh, Sigourney Weaver aussi. Oh, Sigourney Weaver et Stallone dans le même film, ce serait beau ça. Ouais, Carrie Fisher. La Sharon salle de Stone. bodybuilding, tu sais, de Hollywood. Ça. Et Michelle Pfeiffer est absolument magnifique dans ce film, est incroyable. Et juste, ça me fait penser que, voilà, effectivement, Stallone, bon, il y a beaucoup de fans de Stallone ici, dont moi. C'est vrai que ça aurait été un énorme cliff de le voir dans Scarface, mais après, bon, voilà. On n'a pas perdu au change. Derrière, c'est un des meilleurs acteurs de tous les temps, comme je vous disais, qui vient et qui fait une des meilleures performances qu'il ait fait. Donc, on n'a pas perdu au change. D'ailleurs, une des preuves du talent d'Al Pacino, c'est qu'il ait réussi à pas se laisser enfermer dans le rôle de Montana, qu'aurait pu lui coller à la peau après. Non, c'est sûr. Après, alors j'ai du mal à retracer, mais je sais pas s'il était déjà très très connu avant ce film ou pas. Il a commencé à faire ses armes un petit peu quand même, je crois. Je connais bien ces films, mais je ne saurais pas forcément les replacer dans l'ordre chronologique. Il avait fait Serpico déjà à ce moment-là, il me semble. Ouais, c'est sûr. Bon, et donc voilà, les acteurs sont vraiment formidables. Donc tout ça participe à l'ambiance qui est magnifique. Et autre élément absolument fondamental qui fait que ce film a une ambiance géniale, c'est la musique. La BO, elle est incroyable. C'est vraiment une des meilleures BO de tous les temps, selon moi. Toutes les musiques de la BO sont exceptionnelles. La musique, c'est Giorgio Moroder qui l'a fait. Il était relativement tombé dans l'oubli. Il a été remis au goût du jour il y a quelques années de ça, parce qu'il a fait une musique avec Daft Punk. Et c'est pour Giorgio Moroder, pour ceux qui savent pas, c'est quand même le mec qui a fait la musique de Midnight Express, de Flashdance, de Top Gun, de Scarface, d'un nombre incroyable de films des années 80. Il a d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure musique pour Midnight Express, l'Oscar de la meilleure chanson originale pour What a Feeling de Flashdance. Voilà, il a également gagné 5 Golden Globes pour la musique. Il a aussi la meilleure chanson originale pour Take My Breath Away de Top Gun. Et c'est marrant de voir que donc, le mec il a 3 Oscars, mais il n'a pas remporté l'Oscar pour Scarface, qui est, à mon avis, sa meilleure BO. Je trouve que dans Scarface, la meilleure musique, c'est Push It to the Limit. Bien sûr. Ah là, c'est le moment phare au niveau de la BO. On envoie, on y va. Il monte les échelles sociales les unes après les autres. C'est même pas les marches, quoi. Il enchaîne des échelles, le mec. Je pense qu'avec Rocky, effectivement, c'est un petit peu la représentation de la montée en puissance d'un personnage sur de la musique pour couper au montage et aller plus vite. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne comparaison. Oui. Et d'ailleurs, moi, je l'utilise c'est ma musique, une de mes musiques qui m'accompagne quand je fais mes séances de sport. Donc voilà. Push it to the limit. Moi, c'est quand je fais mes séances de GTA. Excellent. Forcément. Et donc voilà, c'est une BO qui respire les années 80 avec le bon synthé, bien lourd, bien à l'ancienne. Et c'était l'époque où on composait pas sur ordinateur, on composait avec des gros synthés analogiques qu'il fallait connecter ensemble via des langages de communication pour que les appareils communiquent entre eux. C'était vraiment de l'orfèvrerie à cette époque-là. C'était vraiment une composition absolument incroyable. Je vous recommande vraiment cette BO. Autre truc que je voudrais aborder qui participe à l'ambiance et du fait que ce film est légendaire des années 80, c'est les doublages et les dialogues. Ce film est extrêmement bien dialogué, il y a des scènes cultes, des répliques cultes de partout, et les doublages, c'est vraiment les doublages des années 80 avec le gros accent cubain comme ça, qui est vraiment fantastique. Bien sûr, la version française est d'une aussi bonne qualité que la version originale. Pour avoir vu les deux, moi, j'ai jamais vu l'original, pour le coup. La VF est tellement bonne que j'ai jamais eu l'idée de voir l'original, alors que c'est un film que j'ai dû voir quasiment une dizaine de fois, moi aussi. Alors, je propose quelque chose. Je vais commencer par moi. On va faire un tour de table des répliques préférées. Je vous donne ma réplique. J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. À toi. C'est mon tour ? Ouais. Oh là là, il y en a tellement.
pense que je suis un peu indécis parce que je voudrais quand même préciser que pour moi la version française, même si elle est d'une qualité super propre, elle rajoute un côté second degré et presque comique sans le vouloir. Oui, ça participe au côté cool du film. C'est ça. Mais en même temps, du coup, c'est vrai que c'est impossible pour ma part de pas avoir le sourire quand j'entends les répliques. Bah tiens, comme le dit Franck lui-même, quand il apprend le meurtre que Tony a exécuté pour rentrer à son service au départ, il a tué ce gars. Il avait le sourire. Ah, Il a eu le fou rire. il avait le fou rire, c'est ça. Ouais. Ouais, alors, quant à moi, c'est... Tu sais ce que c'est un rasa, Franck? C'est un Paul qui ne vole pas droit. Ah oui. Ah oui. Absolument. Et là, c'est Montana qui essaye de reprendre des expressions yiddish de Franck. Que son ancien patron lui a légué. Et voilà. comme il est immigré, il comprend à moitié l'expression, il la ressort comme ça d'une manière un peu ubuesque, juste avant de le buter, si je me souviens bien. C'est assez énorme. Bah alors les gars, je n'ai pas vu le film tant de fois que vous pour avoir des répliques comme ça qui m'arrivent à la gueule. Ouais, Mais ça moi, doit être j'ai quand même chaud pour toi, retenu, j'ai quand même retenu ce cri de guerre, Rebenga, tu vois, quand ils assassinent dans le clan de, dans le camp de Clandos là. Liberta, liberta, liberta. C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Rebenga. Et Alors, paf dans ta gueule. Pour la Emilio version, Bebeng. pour la version originale, moi j'avais remarqué un truc quand même quand je l'avais regardé en anglais pour la première fois. Et c'est vrai que c'est le genre de petit détail qui peut sauter à la gueule quand on voit justement les deux versions. En anglais, donc en américain en fait, il y a un usage extrêmement fréquent du juron fuck dans le film. Et Ça, dans beaucoup de films américains de mafia, il y a fuck partout. Hein. mais alors, il est quand même assez... Justement, il sort quand même un peu du lot parce que lui, en 1983, il n'y en avait pas beaucoup des films, y compris des films de gangsters, qui se permettaient des écarts de langage puisque la censure était encore assez vivace à ce niveau-là au niveau des producteurs de cinéma aux États-Unis. Et d'ailleurs, je viens de trouver le chiffre que je cherchais. Le mot fuck est quand même utilisé 207 fois dans le film, dans la version originale. C'est pas mal. En comparaison, il a été dépassé de justesse par Pulp Fiction qui a fait 265 fois quelques années plus tard. En plus, Pulp Fiction, je suis sûr, Tarantino, c'est le genre de mec à faire exprès de dépasser un film genre Scarface, de faire exprès de placer plus de fuck que Scarface, juste pour son délire de geek cinéphile. Voilà, c'est pour dire, le film avait choqué pour sa violence, mais aussi sa violence verbale. Totalement. Oui, parce que c'est un film qui est quand même assez vulgaire. Hein. Le personnage de Montana est assez vulgaire, même en français. Et donc là, vu ce qui est tout à fait réaliste à mon sens d'ailleurs. Ah bah bien sûr, les racailles elles ne pratiquent pas un langage châtié, n'est-ce pas? Ah bah non. C'est ma foi logique. Et donc, voilà, tous ces éléments-là participent au fait que voilà, ce film est une référence des années 80 et c'est un film qui est extrêmement cool. C'est un film qui est entraînant, qui est vraiment très très prenant. Et beaucoup de gens ont tendance à rester sur cet aspect des choses, cet aspect un peu superficiel des choses, et ne voient pas le fond du film. Parce que ce film, c'est pas seulement un film cool, c'est pas seulement un film de mafia, c'est pas seulement un film des années 80, c'est un film qui a un vrai sens, qui a un vrai propos, et c'est le deuxième axe de notre émission, c'est la critique du capitalisme, et notamment, surtout du capitalisme sauvage au travers du rêve américain. Et c'est un drame autant qu'un film de gangster. Oui, mais si on se détache de toute pensée morale, franchement, tu vois ça, c'est l'ascension d'un mec qui prend des level up dans le plus ignoble. C'est ça. Oui, après, le capitalisme, il y a toute cette critique. Non, le capitalisme, pour le coup, c'est pour ça que je dis capitalisme sauvage. Voilà, nous, on n'est pas des putains de marxistes, on n'est pas contre le capitalisme en soi. C'est juste, là, on est contre l'excès. L'excès en toute chose est mauvaise. Et là, c'est vraiment une critique du capitalisme sauvage, du capitalisme excessif. Et la mafia, le crime, c'est le capitalisme à l'état sauvage, à l'état chimiquement pur. Oui, enfin parle pour toi. Hein. Moi, je ne suis pas non plus un grand fan du capitalisme. Sans pour autant être... Oui, non, mais voilà. Ne me fais pas des ennemis, là. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je veux dire, on n'est pas anti-capitaliste.
non plus, tu vois. On n'est pas le capitalisme, c'est Satan, nanana. Ce film, du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une critique communisme du capitalisme. Ah oui, c'est pas une critique. Être le mouton, tu aimes avec le troupeau de bêtes. Mais voilà, donc c'est une critique du rêve américain. Et donc le rêve américain, c'est un peu ça, c'est un peu le capitalisme sauvage. C'est comment un mec va empiler une montagne de cadavres pour arriver au sommet, pour atteindre ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est le bif, les femmes, les bagnoles. Quitte à détruire c'est ça, exactement. les gens qui aiment dans l'entreprise. Et ce qui est très intéressant là dans ce film-là, c'est que la critique est bien faite dans le sens où il va prendre un personnage comme ça complètement dingue, qui fait le pire, qui fait des tas de cadavres en pleine rue, et pour, c'est vrai, faire ce parallèle avec les capitalistes politiques qui font des massacres à travers le monde, etc., mais pas devant leur peuple directement, quoi. Là-dessus, c'est très intéressant. Oui, c'est en ça que oui, le côté mafieux, c'est le côté chimiquement pur de tout ça. Et voilà, c'est ce désir de réussite, c'est ce qui pousse au pire de l'horreur, parce que c'est quand même, l'histoire, elle commence sur un meurtre, et elle finit par le meurtre des siens, de tous ses potes, de tous ses proches. Il y a quand même, il tue son meilleur ami, il pousse sa sœur à la mort, oui. il meurt lui-même, sa mère va très probablement mourir de chagrin, tous ces hommes meurent, c'est une histoire mais tragique au possible. Et on l'oublie et on l'oublie à cause du fait que voilà, les gens ont tendance à oublier à cause de ce côté flashy et entraînant. Mais après, quand même, après avoir vu le film, je me demande quand même comment est-ce que certaines personnes peuvent prendre Tony comme héros. C'est injustifiable. Il y a aucune raison dans ce film d'aduler ce mec. C'est comme après un bon film de guerre. En général, t'as pas envie de faire la guerre. C'est genre quand t'avais Eh ben si, malgré tout quand même, parce que Tony, c'est un peu, c'est un peu la représentation du type qui part de rien et qui par son seul talent, son seul travail acharné, arrive à se dresser au sommet. Alors même si c'est pour être au sommet des gangsters et avec des méthodes plus que discutables, c'est le mec qu'en veut et qui est prêt à bouffer de la merde pour y arriver, quoi. Et oui, mais justement, c'est là la subtilité du film, ça que le film est bien, c'est que il a ce côté anti-héros, c'est impossible de pas avoir de la sympathie pour lui au fur et à mesure que le film progresse. Oui, bien sûr, mais après, le film montre ce qu'il en coûte de tout sacrifier pour l'argent. Je répète, il en vient quand même à tuer son meilleur pote, à faire mourir sa sœur, ses hommes de main, et lui-même. Moi, je dirais plutôt que c'est l'argent qui corrompt, plus que l'homme qui est prêt à tout sacrifier. Ça s'entremêle, t'arrives plus à faire la différence au final, je trouve. Bah attends, il n'est pas corrompu par l'argent parce que lui, il sait déjà de prime abord, même quand il vend ses tacos de merde, qu'il veut l'argent. Il sait exactement pourquoi est-ce qu'il va tuer, pourquoi est-ce qu'il va aller vers le pire du pire, et même Manny, qui est son garde-fou, en fait, qui lui dit avant, mais Tony, genre on a tout, tu vois, qu'est-ce que tu veux de plus? Et le mec, il est pas corrompu, c'est juste qu'il est complètement psychotique. Dès le départ, il est obsédé par l'argent. Dès le départ. Il a une force. Et ce mec-là, et c'est là où je dis, si on se détache de toute morale, en fait, on peut très bien voir le film, comme tu dis, Max, comme étant quelqu'un qui prend des levels, qui prend du niveau, et voilà, et puis il y va, et puis il s'accomplit, tu vois. Et il s'accomplit comme un lion, comme une locomotive qui déraille complètement, mais il s'accomplit en tout cas, malgré qu'il fonde dans le mur. Et cette critique du rêve américain, du capitalisme sauvage, c'est quand même quelque chose qui est ultra fondamental parce que c'est ce qui fait que le film a un fond et c'est ce qui fait que le film est équilibré. C'est ce qui fait que c'est une dénonciation et pas une apologie du crime et du capitalisme sauvage. Complètement. Et donc c'est très très important. Et d'ailleurs, j'avais relevé un truc, c'est que tout le long du film, il y a la mort en fait. Et cette conduite de vie ne peut mener qu'à la mort. Il n'arrive pas à avoir de gosse, sa femme est stérile, du coup, il meurt. Cette femme, sa femme le hait. Aucun enfant ne peut naître, aucun avenir ne peut naître d'un mode de vie comme ça, et ils en crèvent tous. C'est ça la vraie morale du film. C'est soyez obsédés par l'argent comme ça, vous allez tous crever comme des merdes. En entraînant les gens que vous aimez dans votre chute. Alors, oui. après... Rai, t'as quelque chose à dire, Rai.
Ouais, je vais dire quelque chose. Après, ce qui est intéressant dans le personnage de Montana, si je peux rajouter à vos propos, c'est que on sent que dès le départ, il a toujours une envie de conquérir quelque chose. Donc, au départ, il commence dans un petit snack. Tiens, il a envie, il dit à Manny, voilà, sors-moi de cette merde, j'en ai marre de faire la plonge, de racler tout ça. J'ai les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Après, il collabore quand même avec Omar. Ils font cette mission qui est tragique, hein, parce que quand même, il perd un de ses potes, Tony, qui est tronçonné par un Colombien. Mais bon, il est mort pour cette mission. Ouais, mais c'est ça, ils réussissent quand même la mission sur le fil, hein, parce que ils récupèrent le pognon et la cam. Et Tony, on voit qu'il a directement les couilles de dire à Omar, qui est le Colombien, qui est l'homme de main qui travaille pour Lopez, il a les couilles de lui dire non, c'est moi qui livre le pognon. Et là, à ce moment-là, il y a encore une autre chose qui va se déclencher, c'est que Tony, il veut posséder le pognon, mais il veut posséder la femme aussi du patron. Donc en fait, c'est un homme il veut tout. The world is yours. C'est le rêve américain. C'est avoir les plus gros muscles, les plus belles femmes, les plus grosses bagnoles, le plus d'argent. Les plus gros flingues. Oui, et c'est ça les plus gros flingues. Et c'est ça le capitalisme sauvage et la dénonciation du rêve américain. Et d'ailleurs, il y a plusieurs moments dans le film où il y a cette phrase qui apparaît à des moments particulièrement tragiques. C'est The world is yours. À un moment donné, il tue son patron. Et il voit The World is Yours sur un dirigeable, tu vois. C'est comme ce rêve américain. Voilà ce qu'il en coûte pour atteindre ce rêve. T'es obligé de tuer ton patron. Et à la fin du film, il meurt, il tombe dans une piscine. Et la statue qui est juste au-dessus, c'est une femme qui porte une terre avec The World is Yours, tu vois. Donc t'as le cadavre de Tony ensanglanté dans la piscine, qui carrément, littéralement mort sous le rêve américain, quoi. Sous cette phrase The World is Yours. C'est particulièrement visuel et parlant comme truc. Et ce qui est quand même super intéressant dans la mise en scène et le rapport des personnages, c'est que Tony va être et veut Elvira. Lui, cette bête puissante, qui n'a aucune limite, qui est une espèce de forme de vie forte incarnée, il va vers cette beauté occidentale dont il n'a pas l'habitude, qu'il ne voit que sur les magazines, en se disant tiens, ça va être la meilleure prise, ça va être plus fort que tout, même plus fort que l'argent. Moi, je le conçois comme ça. Et quand il s'aperçoit après, en fait, qu'il vient d'épouser une créature des plus nihilistes, eh ben, ça le rend, je pense, encore plus dingue. Et il doit se dire, mais il n'y a que de vaille d'aller tout conquérir encore plus. Il n'y a que cet argent, il n'y a que le pouvoir, parce que même l'amour là que je lui donne et tout ce que je lui donne, elle reste comme ça, morte et sans aucune envie de vivre. Elle en a rien à foutre de Tony Montana, elle le déteste, elle le méprise. Mais c'est pas moi la vision que j'ai, c'est plutôt que c'est que justement Montana, il chosifie les femmes. Comment il traite sa sœur comme un objet, comme sa chose. Sa femme, elle ne l'aime pas, elle lui dit plein de fois, mais il s'en fout, il veut quand même la voir, tu vois. C'est comme il veut quand même sa bagnole, il veut quand même sa femme, il veut quand même cette femme. Combien même plus ça résiste, le meilleur c'est. Ouais. Ouais, c'est encore une logique ultra capitalistique, tu vois, pour le coup, dans son rapport avec les femmes. Oui, complètement. Ouais. Je vous ai vu, je me suis dit, c'est une tigresse. Il me faut cette femme. Et allez-y, on enchaîne. Avant de passer à au troisième axe, je vous propose que chacun raconte sa scène préférée du film. On commence par Ray, ensuite Max, et ensuite Bob, et après moi. Vas-y, Ray. Alors, donc, ma scène préférée de Scarface, c'est la scène de la trahison de Frank. Tout simplement parce que la scène est sublime. Elle se passe en fait chez Frank en fait, parce qu'il a une concession automobile, si je me trompe pas, corrigez-moi les gars. C'est ça. C'est Lopez Voiture, voilà. Donc ça se passe dans les locaux de Lopez Voiture.
Et là, en fait, Tony essaie de démasquer si Frank est le traître qui a envoyé en fait les tueurs qui ont tenté de le buter en fait. Et donc en fait, il prévient un de ses collègues et il dit à un de ses collègues, écoute, tu appelles à 3 heures tapantes et tu dis exactement cette phrase, on n'a pas réussi à l'avoir, il est parti. Et donc Tony, il voit qu'à 3 heures tapantes, les consignes sont suivies, l'appel est passé, donc il regarde la réaction de Frank, il dit ça doit être sûrement Elvira, elle doit être en colère avec moi, contre moi. Et après, selon la réaction que Frank a fait, Tony en a déduit que c'est Frank le coupable. Et là, Frank, il essaie un peu de démêler la situation. Il est, il est dans le pétrin. Et il dit, écoute, Tony, j'ai 10 millions de dollars sur un compte en banque à Madrid. On va les débloquer ensemble. Et puis il voit que ça marche pas, il continue. Et puis il dit mais tu veux quoi? Ah, tu veux Elvira? Tu la prends, vas-y, prends-la, prends tout, moi j'ai rien fait. Et du coup, Tony lui dit, mais non, je vais pas te tuer. Et au final, c'est son pote Manny qui lui tire une balle. Et puis au passage... Manny, tue-moi cette merde! Voilà, cette merde gluante. Et au passage aussi, il se débarrasse de ce flic indique qui s'appelle Mel, qui se fait payer par ripou. Voilà. D'ailleurs, ça me permet juste, petite remarque, c'est que malgré tous les trucs qu'on a dit, effectivement, Montana, il a quelques qualités morales. Il aime beaucoup les enfants. Il veut pas tuer les enfants. Et il est fidèle, c'est quelqu'un de loyal. Et alors, même s'il méprise Frank, il est quand même loyal vis-à-vis de lui jusqu'au moment où il est sûr et certain que Frank a essayé de le buter, d'où la scène que Ray vient de raconter. Oui, c'est vrai, Tony a une certaine morale. C'est pour ça, je pense, qu'il a ce côté anti-héros qui fait qu'on peut pas complètement le détester non plus, malgré tous ses torts. Et c'est au moment où, justement, c'est sa morale qui reprend le dessus, c'est au moment où il veut pas tuer les enfants, qui va crever à cause de ça. C'est marrant de voir ça aussi. C'est ce qu'il perdra. Allez, c'est quoi ta scène préférée, Max? Alors là, c'est dur de choisir. Effectivement, c'était un très bon choix, le moment où il assassine Frank pour prendre sa place. Moi, je dirais que ce serait le moment où définitivement la scène où son couple avec sa compagne part à volo, mais sans retour possible, où ils sont au restaurant. Lui-même, Tony, en trio avec à la même Manny. table avec sa femme Elvira et avec son meilleur ami Manny, et ils sont complètement déglingués à ce moment-là. Ils sont à moitié bourrés, sous l'emprise de la coke, affalés sur les chaises comme en phase terminale. Et soudain, au détour, alors je me souviens plus des dialogues par cœur, mais au détour d'une minuscule pique envoyée à sa femme, une dispute de couple s'ensuit, et il commence à se déchirer, à s'exploser en plein restaurant, en public, et lui-même parle de sa femme à la troisième personne devant l'intéressé comme d'une chose, justement, d'un objet, comme tu aurais dit. La matrice périmée, elle est toute pétée. On peut pas me C'est faire de ça. bosse. Et lui balance ouvertement toute l'horreur, les horreurs possibles par rapport au fait que la drogue l'a rendu stérile. Et elle lui lance son verre à la gueule et lui répond est-ce que c'est une façon de parler à sa femme? Et se met à le remettre à sa place. Elle le remet à sa place en le traitant de petit voyou, d'immigrant minable, pas foutu de se démerder tout seul, sans l'aide de ses hommes de main parce qu'il est complètement sous l'emprise de la drogue qu'il vend lui-même d'ailleurs. Et au bout d'un moment, elle conclut la dispute en le traitant de porc. Voilà. Elle nique le porc, et c'est la fête. Exactement. Et quand elle se calme, qu'il y a un petit silence et qu'elle prend son sac à main en disant j'en ai fini, j'arrête. Ah,
juste rentrer Alors, chez moi. Alors Ok, attends, je veux vraiment rajouter un truc très important dans cette scène. Il y a une phrase extrêmement importante dans cette scène qu'elle dit. Elle dit, tu vois, Tony, nous ne sommes pas des vainqueurs. Tu sais ce qu'on est devenu? On est des des vaincus. Des vaincus et pas des vainqueurs. C'est extrêmement important. Encore une fois, tu vois, ça dénonce ce mode de vie-là, ce rêve américain qui, au final, tu gagnes pas en faisant les choses comme ça, tu deviens un raté, quoi. Alors malgré les répliques qui sont assez mémorables et du coup qui font rire malgré nous, hein, c'est pour moi l'instant le plus dramatique du film. C'est là que c'est. Ah, c'est plein d'émotions, oui. C'est ça. C'est aussi intéressant ce moment de la rupture là parce que tu vois que cette espèce de nouvelle hyperclasse du crime et de l'ignoble peut se permettre de côtoyer les endroits de la bourgeoisie américaine et cette bourgeoisie justement bien sûr, dont il en fait partie. Ne voit pas venir ça. Oui, mais elle s'en accommode très bien même. Ouais, mais autour d'eux, ça fait les gens qui sont là, les autres clients sont complètement mais ils regardent d'une façon choquée et hautaine, bien sûr. Voilà, ils essaient un peu de comprendre, puis j'ai bien aimé ça, justement. Et d'ailleurs, Tony leur renvoie ça dans la gueule juste après la dispute. Voilà, il leur fait comprendre que lui, il est ce qu'il est, et qu'il ne se cache pas derrière des faux semblants, etc. Et j'ai trouvé là, cette mise en scène aussi, je pense que Brian De Palma voulait dénoncer quelque chose dans cette... Tu le soulignes très justement. Tu le soulignes très justement parce que Miami est une ville, vous pourrez faire des recherches là-dessus pour ceux que ça intéresse, mais qui a été vraiment battue mais même avant le contexte du film, quelques années avant, à partir du milieu des années 70, qui a été bâti entièrement sur l'argent de la drogue. C'est un endroit qui s'est fait sur l'argent de la drogue. Et tous les notables et la haute société ont forcément, à un moment ou à un autre, perçu une partie de cet argent pour leurs affaires. Ah oui, et c'est vraiment des milliards et des milliards de dollars, hein. C'est pas des petites sommes. Donc c'est vrai que tu soulignes très justement qu'il se fait regarder de haut par la haute société qui profite elle-même de ces petits trafics. Ouais, qui s'en accommode très bien. Puis en plus, vu que lui c'est un immigré, alors... Ah bah forcément, hein. Voilà, il y a les relents racistes qui ressortent, bien sûr. Les malades, les cerveaux malades racistes. Bon, en même temps, quand tu vois la vague de crimes qu'a suivi l'arrivée de tous ces Cubains, tu peux comprendre aussi qu'il y ait un ressentiment vis-à-vis des Cubains à Miami à ce moment-là. Ceci dit, il faut quand même se rappeler que une partie seulement de ces immigrés étaient les criminels que Castro effectivement avait évacués en même temps que le reste. Oui, mais comme je disais ensuite, ils sont pas représentatifs, contrairement à certains autres pays, ils sont pas représentatifs de la totalité des Cubains qui ont immigré là-bas, parce que aujourd'hui, c'est l'une des communautés qui s'est le mieux intégrée aux États-Unis. Abonnez-vous. Et les Américains d'origine cubaine sont d'ailleurs souvent des gens extrêmement patriotiques qui ont encore aujourd'hui, après plusieurs générations, une telle haine à l'égard des communistes qu'ils votent pour la plupart républicains. Ouais, c'est l'anticommunisme qui explique. Et qui sont très représentés d'ailleurs dans certains corps de métier comme l'armée ou la police. C'est vrai. Et donc toi, un peuple Bob, fidèle alors. Et toi, Bob, c'est quoi ta scène préférée du film? Je ne vais pas parler de scène. Je vais. Enfin, si ça peut s'attacher à la scène où Tony s'énerve contre sa sœur dans les chiottes de la boîte de nuit là, quand il la surprend en train de niquer et de la cocaïne. Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est justement le rapport qu'il a envers sa sœur, qui est encore une fois complètement schizophrénique, quoi. Le mec est possédé par une multitude de personnalités qu'on ne peut même pas déceler. Parce que le mec, il arrive quand même, il va voir sa daronne et sa sœur, et il leur fait tout un beau discours, comme quoi c'est un gentil garçon, machin. Et il donne à sa sœur une espèce de liasse de billets, tu vois, où il dit tiens, lâche ton poste de coiffeuse, hein, si je me trompe pas, elle est coiffeuse. C'est ça. Ouais. Et il lui dit ouais, lâche ton poste de coiffeuse, tiens, prends le fric, investis, mets-toi bien, quoi. Et le mec, en fait, il fait ça. La daronne derrière, elle dit à la fille non mais laisse, c'est de la merde, c'est de l'argent sale. Et le mec, en fait, il met une liasse de billets dans les mains de sa sœur, il lui dit lâche tout.
en pensant prendre soin d'elle, mais après, quand il la coince avec ce même argent en train de se foncer et de se faire enculer dans les chiottes de la boîte, il est étonné. Moulinette, C'est ça. tu vois, il se prise dans le nez. Et oh, tu vois, c'est là la complexité du personnage. Et ça nous fait penser à nos chères têtes brunes que nous côtoyons et qui sont les futures montagnes, n'est-ce pas? Oui, ça on y reviendra dans le prochain axe, ça fait partie... Donc ça, j'ai justement. beaucoup aimé dans le film, justement, cette mise en scène où il a ce rapport de faux protecteur. En fait, le mec est tellement vicieux et pervers, tellement en fait qu'il a envie de niquer sa sœur depuis le berceau, qu'il en vient à lui mettre de la poudre dans le nez et d'aller la mater, se faire enculer dans les chiottes, quoi, tu vois. Pour après lui mettre une bonne correction. Enfin, tu vois, Il intervient assez rapidement quand même. Oui, mais bon, Oui. en vrai, je pense qu'il serait tapé une petite branlette avant d'intervenir. En vrai, hein. C'est vrai que j'ai remarqué, il y en a qui ont une vision incestueuse du rapport entre Tony et sa sœur. Moi, je dirais plutôt que c'est un rapport de protection abusive, mais... Ceci oui, il y a dit, lors de la mort de Gina, c'est un peu ambigu, hein, quand même. Oui, il y a... oui. Tu veux me bouillave, Tony? C'est ça. Ouais, c'est ça, bah bien sûr. Oh, Bah, je elle, sais elle ce qui se passe, Tony, je sais ce qui se passe. Eh, Gina. Elle le sent, elle, tu vois. Elle sait que le mec, il a envie de la violer depuis le berceau, bordel. Enfin, tu Tu étais jaloux de Manny, tu me veux. Pour toi tout seul, c'est ça. Ou peut-être qu'il est jaloux de ne pas être une fille. Peut-être qu'il aurait voulu porter des robes, Tony. C'est pour ça qu'il est vénère. Alors, Mais qui te ceci dit que dit, c'est pas une femme, à sa Tony, décharge, d'abord ceci dit, peu importe la morale corrompue ou même peut-être la vraie psychose du personnage, les moments où il commet les actes les plus bizarres ou immoraux peut-être, il est souvent aussi chargé jusqu'à la moelle par une bonne dose de coke. Hein. Voilà. Ah, c'est clair. Ça n'excuse pas tout, mais ça justifie certaines explique. incohérences dans le comportement. Hein. C'est sûr. Bon, alors, quant à moi, ma séquence préférée, c'est le montage. On en a parlé précédemment. C'est le montage. Push it to the limit. Ouais, c'est Ah ça, ouais. avec cette musique. Où en gros, c'est Tony Montana qui vient de buter Frank, son ancien patron, et donc c'est lui qui reprend le business. Et là, il devient ultra méga riche. Et c'est là où il va se marier avec Elvira, il va faire de plus en plus de fric. Ça commence en fait, le montage commence via des liasses de billets qui se font compter dans les machines. Vous savez, c'est avec comme ça, les machines qui comptent les billets. Et c'est vraiment le bif qui coule à flot. Et je trouve que ça représente vraiment bien le film parce qu'il y a tout ce côté cool, la réussite, le côté flashy, la musique qui est formidable. Mais il y a aussi tout le côté noir du film qui transparaît un petit peu, parce que, tu vois, on le voit, il se marie. Mais il se marie dans sa grande villa, sous des caméras de surveillance, puisque maintenant, comme il est méga riche, il doit faire attention, parce qu'il a des ennemis. Tu vois aussi qu'il est en train de péter un plomb, basculer totalement dans l'hubris, l'excès d'argent, parce que le mec, il a un tigre de compagnie. C'est là, et la fin du montage, elle se finit sur tu vois sa femme qui s'emmerde, qui malgré tout ça ne l'aime pas, qui s'emmerde, qui est en train de se prendre un rail de coke en fumant une cigarette et en buvant de l'alcool, quoi. Quelle image plus dépressif après un montage aussi cool et aussi triomphant, quoi. C'est vraiment un montage très brillant, je trouve. Ultra puissant, ouais. Et Ah oui. pour juste contrebalancer un peu avec ce que je pense de notre cher ami Tony Montana, c'est que quand même il y a des moments où je le trouve sympathique, comme lorsqu'il drague Elvira, où il y a tout ce truc où il va acheter une bagnole, où il rigole, où tu vois que le mec, s'il était soigné par un bon prêtre, ça pourrait être quelqu'un de fantastique, quoi, tu vois. Mais le mec, non, c'est juste qu'il est malade, quoi. Mais c'est ça comment dire. Jamais personne n'est mauvais à 100%. Tu vois qu'il a quand même oui, je te dis, il a quand même des qualités. Il est loyal, il aime les enfants, il a de la volonté, il est courageux. Mais voilà, le mec, tu parlais de prêtre, il est possédé par Satan, quoi. Le dollar Satan, tu vois, il a ça au fond de son crâne et. Le dollar, ça tend la bite.
Voilà, ça, et Satan l'habite beaucoup, ouais. Ouais, je dirais qu'il a surtout, le démon cocaïne qui lui ravage l'arrière. Oui, bien sûr. Ah Oui, 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 bien sûr. ça joue énormément. Il est né dedans, c'est un peu comme notre Obélix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sa potion magique, Anthony. oui, c'est ça, ouais. Et donc, alors, permettez-moi, on va passer au troisième axe, troisième et dernier Yeah. axe, c'est ce que j'ai intitulé Montana, idole de la racaille. Et donc, je pense... Je te coupe juste un instant d'abord pour. Vas-y, je t'en prie. On a fait un oubli assez majeur quand même. On a dit, on a laissé entendre, je pense, l'amour qu'on portait au dialogue et à l'écriture du film. On a oublié de dire que c'est pas le fait du hasard, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement doué qui s'attelait à la tâche. C'était Oliver Stone qui a fait le scénario du film. C'est vrai Oui, qu'on c'est a vrai. oublié ça. C'est quand même pas le pendant dernier. Pendant des années, j'ai oublié que c'était lui qui avait fait le film, et c'est à l'occasion de cette vidéo que je l'ai redécouvert. Ah oui, putain, c'est Oliver Stone qui a fait le scénario du film, c'est du lourd. C'est quand même pas le dernier des manches. Voilà. Et pour l'anecdote, au moment où il écrit le scénario, il était addict comme un fou à la cocaïne. Coïncidence? Je ne crois pas. Coïncidence. Là, ouais, il devait être bien inspiré. Comme quoi, la cocaïne, ça mène à des bonnes puissances. Hein. Et pour moi, vraiment, Oliver Stone, pour moi, c'est Platoon. Ah bah oui, bien sûr. Pour moi, dans Très le grand genre réalisateur américain. dans le genre taré, c'est aussi ce film avec Tueur-né Oui, voilà, Tueur-né, exactement. Avec l'autre, là, Woodtaker. Non, c'est Oui, mince, je cherchais son... Il y a Juliette Lewis dedans, ça c'est certain. Woody Harrelson, pardon. Woody Harrelson, exactement. Bon. Ah, c'est le fils du tueur à gages, Woody Harrelson, c'est ça? Je crois que son père était tueur à gages en plus. Oui, C'est celui qui joue dans True Detective. Exactement. Oui, bah son père était un tueur à gages, mec. Autre anecdote. Énorme. Et donc, voilà, pendant 1 heure, on a énuméré toutes les qualités de ce film. Et c'est une des raisons qui fait que ce film a eu un énorme succès dans le monde. Et ce film a notamment une énorme résonance au sein des racailles du monde entier, en tout cas du monde occidental. Surtout en France. En France et aux USA aussi. Hein. Aux USA, le nombre... Il n'y a pas un album de rap où il n'y a pas une référence à Scarface. Hein. C'est un truc de taré. Hein. En France et aux USA, ouais, c'est un truc de malade. Hein. Il y a des références de partout. De partout. Je sais pas, on a parlé de Vice City, Doc Gineco avec Stomy Bugsy, au début des années 90, à la grande époque de leur rap. Ils faisaient des références à Scarface en permanence. Dans les films, dans les clips, dans les séries, de partout, c'est un truc de fou. Les samples qui sont repris plusieurs fois des dialogues du film. Bien sûr, bah, dans les morceaux de rap, oui. Pour les introductions, etc. Eh oui. Et juste en parlant de... Excuse-moi. Juste en parlant de rap, il y a même un artiste très connu français qui s'appelle Nekfeu. Et dans une de ses musiques, il souligne qu'il ne sera jamais comme Mani à avoir des relations sexuelles avec les sœurs de ses amis. Donc en fait, vous voyez, ils retiennent en fait que le superficiel Ah ouais. de tout ça. Mais ce film, c'est vraiment un pilier de la culture rap, racaille, que ce soit aux États-Unis ou en France. Voilà, c'est un des putains de piliers. Et moi, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses à déduire de tout cela, puisque je trouve que ça montre quand même que ces gens-là, ils ont beau se draper, pour beaucoup, en tout cas en France, dans l'islam, la vertu. Je suis désolé, leur prophète, c'est tout autant Tony Montana que Mahomet pour ces gens-là, pour beaucoup. C'est un truc de fou. C'est pas très halal. Mais ça montre voilà, qu'ils sont à fond dans le capitalisme. La cocaïne est-elle halal? Mais la coca. Et là où c'est dramatique, c'est qu'ils prennent ce film au premier degré. Et ils s'arrêtent au côté cool, classe et violent, et sans rejeter le fond du film. C'est ça qui est... frère, il aime les enfants, wesh. Ça, c'est un bon gars, quoi. Il kiffe les gosses. C'est ça.
Et ce qui montre qu'ils n'ont pas compris, un des nombreux exemples qui montrent qu'ils n'ont pas compris le film, c'est un des clips de Rof qui s'appelle La résurrection, quoi. Voilà, le rappeur qui s'appelle Rof, voilà. La résurrection, où dans ce clip, il arrive dans la fin du film, il sauve les miches de Tony Montana, quoi. Et il va danser au nightclub avec lui ensuite, quoi. C'est énorme. C'est leur Jésus, tu sais. Mais oui, en fait, tu vois, résurrection. Non mais ils ont vraiment un rapport complètement dingue avec ce film. Bah oui, parce que ça justifie tout leur parcours. Tout leur parcours, ou le parcours de leur frère aîné, qu'ils ont vu aller en tôle 46 000 fois, tu vois. Alors ils se disent, oh, mais en fait, ça va, ça existe, tu vois. C'est un parcours normal. Non, bah non, enculé. Et ça me fait penser, j'ai vu récemment une interview de Michel Onfray, où il faisait l'éloge des musulmans de France. Mais il faisait l'éloge d'une manière... pourquoi pas faire l'éloge des musulmans de France, il n'y a pas de problème, mais il le faisait d'une manière totalement déconnectée, en gros boomer. Il disait, oui, moi je vois chez les musulmans des gens qui ont des valeurs, qui ne sont pas intéressés que par l'argent, qui ont un sens de l'honneur, des trucs comme ça. Et là, et ça rejoint la phrase que je disais plus tôt, mais ce mec, en fait, il voit tout d'un point de vue abstrait, il ne voit pas la réalité, c'est celle que je disais, c'est que Tony Montana est tout autant leur prophète que Mahomet, pour beaucoup. Il est en retard de 3 générations, lui. Voilà, et c'est vraiment, c'est la culture islamo-racaille. C'est vraiment Ouais, mais quand même, le pilier, quoi. Ouais, mais bon, malgré que je ne sois pas très islamophile, je ne dirais quand même pas que pour tous les musulmans... Ah non, mais pas pour tous les musulmans, mais pour l'islamo-racaille. Ah oui, d'accord. Non, mais oui, évidemment, tous les musulmans ne sont pas dans cette culture islamo-racaille, mais malheureusement, cette culture a une énorme influence sur eux. C'est comme ça. Ah oui, complètement. Bah, c'est un peuple d'épée. Et ça a même influencé des racailles d'une autre carrure. Hein. Figurez-vous que la compagnie créée par feu le président de l'Irak, Saddam Hussein, pour laver son argent sale, se prénommait Montana Management. Ça ne s'invente pas. Putain, c'est énorme, mec. Ça, c'est génial. Ça ne s'invente pas. Elle possédait 2% de part dans le groupe Lagardère, tout de même. Oh, connexion. Et aussi, le film, voilà, on en a parlé un petit peu, mais il a une énorme influence aussi aux États-Unis, voilà, dans le rap américain. Donc, encore une fois, ça se rejoint tout ça. Nas, le rappeur Nas, c'était souvent comparé à Tony Montana, et je sais... Il y a même un rappeur qui s'appelle Scarface. Comme il est pote avec Jay-Z, mais qui se sont pas mal engueulés, il avait comparé Jay-Z à Manolo, à Manny, en disant qu'ils étaient comme Tony et Manny, hein, avec cette relation d'amour-haine entre les deux. Et il y a... Ray, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, c'est vrai que dans le jeu vidéo aussi, il y a beaucoup de clins d'œil à Scarface. Et il faut savoir aussi que dans Vice City, la boîte du Malibu Club, elle ressemble, quand on la visite, moi je me souviens, elle ressemble trait pour trait au Babylon Club de Scarface. Pareil. Mais même la grande maison du héros, c'est la même que Tony, hein. Mais il y a eu un jeu vidéo Scarface de toute façon, un GTA Live. Ouais. Et je voudrais... Et juste pour revenir sur le rap, l'influence sur le rap américain, il y a même un rappeur à ses côtés aux États-Unis qui s'appelle Scarface, hein, directement. Comme ça au moins, Allez, hop. la boucle est bouclée. Et il y a un autre film quand même qui a influencé comme ça les mouvements marginaux, c'est Orange Mécanique. Et il y a vraiment un parallèle entre ces deux films-là qui est super intéressant. Donc pour tous ceux, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu Orange Mécanique de Kubrick, allez-y, parce que justement le film, sans la volonté de Kubrick, en fait lui était dans une espèce de dénonciation de ce qui pouvait arriver, de ce qu'il pressentait, mais sans du tout vouloir insuffler cette volonté-là de ultra-violence. De par les codes qu'il a mis en scène sur les personnages, la société, les groupes marginaux se sont créés. Les freaks, etc., les punks, machin, sont nés en fait dans leur look
de ce film-là. Et ça a tellement marqué Kubrick qu'il s'est retiré carrément à un moment donné de la vie artistique, quoi. C'est comme De Palma, Orange Mécanique a échappé à Kubrick et Scarface a échappé à Brian De Palma. Et tous les deux, ils l'ont dit, ça. Ouais, ça c'est quand tes œuvres te dépassent, qu'elles sont tellement fortes, tu peux rien y faire. Ça, Oui. Ouais. Non, mais et là, c'est dépassé dans le sens perte de contrôle. Ouais. Voilà. C'est les gens qui comprennent les œuvres juste au premier degré, de travers, dans les deux cas, un peu compliqué. Et Orange Mécanique est un excellent film. Moi, c'est un de mes films préférés. Pareil, ça, c'est un film. Est-ce que les racailles regardent Orange Mécanique, par contre? Oui, voilà, maintenant, ça c'était les question, vieilles racailles. question. Parce que les racailles. Tu crois que les racailles d'aujourd'hui regardent Orange Mécanique, honnêtement, Bob? Je pense que si même ils tentaient de le regarder, ils n'y comprendraient rien. Ils y verraient une espèce de bouffonnerie, ils verraient des... Ouais, non, bah déjà, il y a que des blancs, donc ils seraient complètement choqués. Malgré que dans Scarface, c'est des blancs. Déjà que par le doublage français, on est loin de l'occidental, donc ils peuvent s'identifier à ça. Ouais, mais Non. donc ils s'identifient Oui, voilà. facilement, c'est logique. Hein. Ouais, ils peuvent. Mais c'est vrai que, comme j'avais raconté mon anecdote en tout début d'émission sur ma découverte, ma première approche physique de Scarface, on peut vraiment voir que chez nos compatriotes islamo-racailles, cet exemple-là est vraiment un appui, je pense, mental sur tout ce qu'ils voient autour d'eux comme exemple masculin. Et ils se disent, voilà, tu vois, avec c'est la route à suivre, c'est le chemin à suivre. Tant qu'à la fin, devant le juge, tu peux dire que t'as pas écrasé le môme, tu vois. Bon bah, tu peux faire tout le reste, quoi. Tu peux y aller gaiement. Et c'est vrai que aussi une des explications logiques qui fait qu'il s'identifie autant à Tony Montana, c'est que Tony Montana, c'est quasiment une caricature des racailles françaises. C'est un truc de fou. Ils ont c'est une caricature de racaille. Complètement. Mais le niveau des caractères, la même chose. Il est ultra fier. Il est obsédé par le fric. C'est un immigré, violent, mais c'est quand même quelqu'un de vigoureux, de courageux. Il est possessif vis-à-vis des femmes, impulsif, colérique, et même dans des trucs plus indirects. La manière dont la mère de Tony est dégoûtée de voir son fils. Tu fais notre peuple qui travaille aussi dur. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est ce que pourrait dire une maman marocaine algérienne à ses fils. Tu vois, une mère de première génération qui voit son fils ou son petit-fils en train de dire du fric. C'est des choses, c'est forcément que ça leur parle. C'est logique. Oui, sauf on est même trop blanc. Excuse-moi de te couper, sauf qu'aujourd'hui, en règle générale, la mère maghrébine est complaisante des trafics de son fils parce que bon, ça paye bien le loyer. Il y a des écrans plasma nouveaux toutes les semaines. Est-ce que tu crois que ça dépend pas du pays d'origine aussi? Absolument pas. Bon, Non. Différence aussi entre les cultures et les ethnies. Oui, non mais dans tous les cas, ce genre de comportement, je sais que ça arrive, que ça a eu lieu et que ça aura encore lieu. Des mères qui sont sincèrement outrées, des mères maghrébines, travailleuses, de bonne volonté, il y en a, et heureusement, et qui sont dégoûtées de ce qui se passe, des pères, ça arrive aussi, et comme tu dis, il n'y a pas que ça, il y a aussi des familles entièrement complaisantes, parce qu'elles sont tenues par l'argent de la drogue que ramènent leurs fils, ça c'est sûr aussi. C'est quelque chose qui forcément leur parle. Et donc Tony, au niveau du caractère, je suis désolé, il a le caractère de beaucoup de Maghrébins. La seule différence notable, c'est que lui, il est anti-patriote, enfin il déteste Cuba. Alors après, c'est un peu mixé, tu sais. Tu dis, il déteste autant, tu n'arrives pas trop à distinguer s'il déteste Cuba ou s'il déteste le communisme, ou si c'est juste le communisme qu'il déteste. Alors mais moi, après, je pense qu'il déteste... Oh pardon. Je t'en prie. Merci. Non, je voulais juste te dire que là, pour le coup, avec nos chers islamo-racailles, la grosse différence, c'est que c'est nos anciennes colonies. Donc les mecs, ils ont fondamentalement la haine totale du français. Alors que lui, bon, bah, il peut voir une espèce d'Eldorado aux États-Unis. Ah oui, il n'a pas la haine des États-Unis, effectivement. Ça aussi, c'est un point différenciant. Alors moi, je suis pas d'accord, justement. Il a clairement la haine contre les communistes de Cuba, mais il ne renonce et ne crache à aucun moment sur sa nation d'origine,
Et au contraire, je trouve qu'il a un mépris total et flagrant pour les États-Unis, ou en tout cas Miami, l'endroit où il refait sa vie. Il le dit lui-même, hein, c'est une chatte bien grasse qui attend d'être pressée. C'est tout. Le mépris, ce n'est pas la haine. Il a du dédain, du mépris. C'est pareil, hein, quand il parle des locaux, vieille pute protestante, que des juifs. C'est quand même pas exactement le même type de haine qu'ont beaucoup qu'ont trop souvent les jeunes de nos banlieues, n'est-ce pas? C'est pas exactement la même chose, je trouve. Lui, c'est presque comique comment il le balance, quoi. Voilà, il fait une espèce de préjugés. Il y a aussi le doublage qui est là pour. C'est pas du ressentiment, c'est du mépris. T'as raison, Max. Oui, t'as raison. Et ça en vient à un point où je finis même par me demander si ces gens-là, à force d'avoir vu ce film, ne copient pas ce film et copient pas ce caractère. Je me demande, ça devient le dilemme de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le film qui, par hasard, avait le même, qui correspondait à eux, ou c'est eux qui se sont calqués sur le film à force de le regarder? Je finis par me poser cette question. Est-ce que peut-être chaque père maghrébin a dans son héritage une copie de Scarface pour son fils, tu vois? De Tony Montana. Voilà, ouais. Mais pour vous dire, là, peut-être certains vont dire « Ah, il délire et tout », mais non, je vous garantis qu'on délire pas. Il y a des mèmes. Ah non, c'est pas du délire. Il y a des mèmes sur Internet qui circulent, quoi ils disent que Montana est algérien, tout comme il y en a qui disent que Vegeta est algérien, tu vois, au niveau du caractère. De la... Vegeta? Ah oui, ça c'est un putain de mème sur Internet. Vegeta en fait est algérien. Voilà, tu regarderas si tu veux. Bon. Et un autre truc qui illustre bien cela, c'est une émission qui s'appelle En mode VHS. Je vous invite à aller la voir. C'est vraiment une excellente émission, superbe chaîne, excellent. Une chaîne excellente. Et en gros, c'est un mec qui s'amuse à critiquer certains films, mais avec amour. Avec amour, il fait un très gros travail, il se réincruste dans les films et il rejoue les scènes. Et c'est un gros... ce mec, ça doit être un Marocain ou un Algérien. Et donc, il s'amusait à s'incruster dans le film et à jouer le rôle de Tony Montana, sauf que là, c'est en caricature, bien sûr. Hein. En caricature, sauf que là, c'est plus Tony Montana cubain, c'est Tony Montana algérien. Et ça passe extrêmement bien, c'est tellement parfait, c'est tellement magnifique que c'est tellement criant de vérité, enfin je vois pas trop comment le dire autrement, que ça en est époustouflant, c'est hilarant, je vous recommande cette chaîne, c'est une chaîne c'est un peu type joueur du grenier niveau qualité, hein. Ouais, c'est vraiment une chaîne excellente qui a pas assez d'abonnés. Tu peux rappeler le nom s'il te plaît? En mode VHS. En mode VHS. En mode VHS, et ça c'est, comment dire... Voilà, les Ardosiens, on parle de culture. Ça fait partie de la culture aussi, des chaînes YouTube de qualité comme ça. Et là, l'exemple, un exemple de Maghrébin qui a sûrement eu beaucoup d'amour dans sa famille et qui n'a pas fini comme une espèce de déchet après avoir vu Scarface, voilà. Parce que le mec, il a vu Scarface à un âge où il avait déjà reçu beaucoup d'amour. Tu regardes les yeux, Chico. Il ne mentait jamais. Le monde est tout ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que c'est intéressant tout ça. Et j'ai une autre réflexion aussi qui me vient. C'est quand même un truc, ce film, c'est quand même un truc de fou. Il y a quand même eu beaucoup d'incompréhension et de mauvaise digestion de ce film de part et d'autre. Et ça me fait penser à toute une série de paradoxes. C'est la gauche, comment dire, la gauche de notre pays en tout cas, qui est soi-disant anticapitaliste, qui a promu à mort la culture du rap, la culture racaille, ultra-capitaliste, et qui, cette même culture racaille, ultra-capitaliste, vénère un film, Scarface, qui est une critique du capitalisme. Il y a une espèce de boucle paradoxale infernale. Je serais pas la première vis-à-vis de la gauche. Hein. Ah oui, mais là, c'est la gauche qui promeut un truc capitaliste, et ce truc capitaliste vénère un truc anticapitaliste, alors qu'ils sont eux-mêmes générés par un mouvement politique anticapitaliste au départ. Enfin, c'est complètement fou, tout ça. C'est pour ça qu'il faut leur montrer la voie de la déchetterie. Il faut faire la distinction entre le communisme et le socialisme aussi. Le libéral-socialisme, surtout. Voilà. Ouais, mais enfin... Le PCF a fait beaucoup la promotion de ce genre de trucs, en même temps que le Parti Socialiste Français. Bon, il y a quand même un truc... Il y a quand même un truc qui va pas dans un monde normal, c'est pas normal tout ça.
dans un monde de... Oui, ça, c'est complètement fou. D'accord, tu parlais surtout des communistes français, autant pour moi. Mais même le PS, surtout le PS à cette époque-là, hein, c'était l'époque, comment ça s'appelle, avec Mitterrand, tout Oui. ça, hein, Jacques Lang qui a mis tout ça en Mais avant. SOS Racisme. C'est moi, j'avais mal compris. Je me dis, ça m'étonnerait qu'en URSS, on leur ait permis de regarder Scarface. Je parle en France. Je parle de... Y a-t-il un Tony Montana russe? Tchétchène, peut-être. Ah bah, Peut-être Tchétchène, oui. bah, c'est Ibra TV, le Tony Montana russe. Oh putain, ouais. Ibra Je sais pas TV. qui c'est. Bah alors là pour le coup, Ah. c'est vrai que là c'est le côté, oui c'est Ibra TV, c'est un Tchétchène qui est arrivé en France il y a quelques années. C'est un YouTuber qui est parti de rien. Et alors moi j'ai une certaine sympathie pour lui, même si. Non, mais on va pas putain, parler d'Ibra ça- TV quand même. Non mais je suis dire, non, c'est quand même un putain d'islamiste. Bon il a quand même bon bref. Mais c'est quand même, c'est comme Tony Montana, c'est un mec qui est parti, qui s'est fait tout seul, tu vois. C'est ça. Mais il prend de la coke ou pas? Non, il fait des kebabs. Il a gardé Ah les dents dans la merde. Il fait des Il a gardé les mains dans la merde. Et vu comment il est sportif, ça m'étonnerait qu'il prenne de la cocaïne, hein, c'est pas possible. Non, mais explico-stéroïdes, enfin, c'est de la merde. Pour en revenir, comment dire, à la comparaison qu'on a justement entre Tony Montana et nos islamo-racailles, je pense quand même que le fait que ces gars-là réussissent et pullulent en ce moment, c'est parce qu'ils n'ont aucune autre opposition dans la rue. Il y a qu'eux qui tiennent la rue et de temps en temps ils vont se tirer dessus entre bandes rivales à cause d'un point de deal, etc. Mais il n'y a aucune opposition de la part de la jeunesse française Ah bah, dans la rue, quoi. il y a la Il y a jeunesse des- tchétchène. Il y a la jeunesse tchétchène, c'est vrai. Mais oui. Ça, eux. Oui, à Béziers, oui. Non, c'était pas Béziers. Oh, je sais plus dans quel. Non, c'était à Dijon, ouais, t'as raison, Ouais. à Dijon, ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a la jeunesse tchétchène, oui. C'est peut-être le renouveau de la jeunesse française, ouais, tiens. Avec Ah, Ibra là- TV. Ouais. C'est ça. Mais voilà, mais c'est ça le problème, tu vois, aussi, c'est qu'on a tellement castré toute la jeunesse à travers l'éducation nationale, où on nous apprend l'empathie de l'autre, que voilà, il y a Oui, aucune mais, fierté, que les jeunes n'osent même pas, voilà, que les jeunes blancs n'osent même pas avoir des petits gangs et ne pensent même pas à dealer de la dope, tu vois, ils laissent ça aux Arabes. C'est complètement con quand même. Bah oui, non mais oui, c'est sûr. Mais après, il y a aussi justement cette dope, justement, l'argent de la drogue qui fait que ils sont aussi, ils sont autant Ah, en ça place. Ça corrompt. Et ça, il faudrait vraiment que le gouvernement s'attaque à ça, qu'il arrête l'argent du trafic. C'est pour ça que moi je suis pour la légalisation du cannabis, par exemple. C'est pour assécher les moyens financiers de ces gens-là. Mais bon, le problème c'est que nos gouvernants, ils sont pas cons. Ils savent très bien que s'ils légalisent le cannabis, demain les banlieues explosent direct. Bah déjà qu'elles explosent. Voilà, mais oui, bon là laisse tomber. Mais s'il y aurait une vraie politique, le plus grand acte politique anti-racaille possible de faire, c'est de légaliser le cannabis. Moi, Voilà. le plus grand acte... Allez, dis-le que tu le fumes, on le sait. il, Ah non, même il pas. il le veut au tabac, là. Moi, je m'en fous, moi, je fume pas, j'ai fumé comme tout le monde, mais j'en ai jamais acheté. Je suis pas un consommateur de cannabis occasionnel quand on m'en prête, quand on fait tourner, oui, pourquoi pas, mais je suis pas du tout. Bon, bah, Lino cannabis. n'est pas consommateur, n'est pas pro-cannabis, mais il aimerait bien que ça soit légalisé. Bon. Allez comprendre, c'est son côté Montana. C'est mon côté de gauche. Voilà, ouais. Voilà, Et- généreux. Mais je suis pas pour, mais je suis pour la légalisation pour assécher le financement de la drogue et justement que ces putains de racailles n'aient plus de fric, quoi. Ouais, mais t'inquiète pas qu'il trouverait pire, quoi. Mais non, mais le marché du cannabis, c'est un marché, je sais pas, à 100 milliards par an, tandis que les autres drogues, c'est des Oui, marchés ça rentre dans le beaucoup moins PIB, chers. ça rentre dans le PIB. Oui, Depuis en plus, 2015, si- je pense, ouais. Ouais, voilà. Mais tandis que le marché, par exemple, des autres drogues, c'est beaucoup moindre. Donc, t'inquiète pas, ça les assécherait d'une manière extrêmement féroce. Hein. Mais en tout cas, je lance un appel après avoir eu Duterte au téléphone, là. Je lance un appel à toute la jeunesse de France de tuer le dealer local. Ah, si on peut Voilà. avoir du tertre. Voilà. Si vous pouvez, tous les jeunes de France, penser à tuer le dealer local de votre quartier, voilà. Bah, allez-y, quoi. Prenez exemple sur du tertre. Hein. Voilà, achetez un petit Mais Vespa, un Faites-le avec P22. style comme Tony. Oui, Faites-le Ça, avec- mettez une chemise à fleurs et dit non, je vais pas te tuer, Franck.
Donc, messieurs, si vous avez des choses à rajouter avant de passer à la conclusion, c'est maintenant. Alors, je tiens à dire que c'était un très bon moment cinématographique. C'est vraiment un super bon film. Tout est ficelé d'une manière extraordinaire, que ça soit justement dans ce message que portent De Palma et Oliver Stone, qu'ils portent ensemble en fait, sur une critique de l'Amérique d'une certaine époque. Et puis surtout, ce qui est vraiment génial, c'est cette épopée, parce que c'est une vraie épopée. Je dirais, je m'avance un peu, mais c'est presque homérique, quoi. On suit un mec qui n'a pas de limite, qui va au bout de ce qu'il est. Et c'est fantastique. C'est très beau à voir, c'est des personnages enjoués, c'est des ambiances très franches. C'est un cinéma de parti pris, quoi. C'est un vrai style, quoi. Il y a du style à 100%. Allez-y, quoi. Allez-y. Ray, vas-y, je t'en prie. Bah écoutez, je sais pas si ça va être très objectif ce que je veux dire, mais pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Et c'est un film aussi, je tiens vraiment à vraiment le souligner. C'est un film où en fait, je vois pas tellement où sont les défauts, parce que les acteurs sont bons, la musique est bonne, le scénario est bon, le réalisateur est bon, les acteurs sont excellents, que ce soit le premier, second rôle ou même les tierces rôles. C'est très très rare quand même les films avec autant de qualité et si peu de défauts, voire même pas de défauts, quoi, en tout cas. Je recommande à fond, foncez. C'est vrai que moi aussi j'ai réfléchi pendant longtemps, je voyais quasiment aucun défaut au film. Finalement j'en ai trouvé un, selon moi, vous me direz ce que vous en pensez. C'est que le film est un peu long par moment. Par moment il y a quelques longueurs, parce que le film dure 2h50 je crois, 2h30. Il y a notamment le moment où il se fait choper par la police et tout, avec des trucs d'écoute et tout. C'est des moments que j'ai même tendance à oublier, à sortir du film, pourtant ils existent, et quand on tombe dans ces moments dans le film, c'est un peu long. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, j'ai pas eu ce ressenti. Ah non, vraiment pas. Bon, et donc toi Max, ta conclusion? Ah bah oui, hein, pas mieux. Bob l'a très bien dit, hein, faut y aller. Pour moi, ce qui le rend aussi sympa, surtout, c'est que, comme on l'a dit, c'est un film qui a différents niveaux de lecture. On peut tout à fait le regarder avec un œil en mode full détente, comme on s'envoierait un bon film de gangster pour passer la soirée entre potes. On peut aussi chercher à le regarder avec un œil plus critique et voir un petit peu tous les messages que le film fait passer sans même qu'on s'en rende compte. Et on peut carrément le regarder comme un gros délire sorti des années 80, avec des dialogues stratosphériques et des punchlines qui s'enchaînent non-stop sur la musique. Et on peut aussi le regarder comme Ramsey qui se prépare pour aller racketter quelques petits... Ah bah bien sûr. Ça devrait passer en formation Pôle emploi pour ceux qui veulent se lancer dans le deal. Voilà le petit Ramsey de 12 ans qui se prépare à sa carrière de gangster, tueur, violeur, assassin, braqueur. Bon voilà, il a 12 ans, il se regarde Scarface parce que son grand frère lui a dit depuis Fleury Mérangis que c'est la bonne solution, le bon moment d'emploi. On lui garantit pas la réussite, mais au moins le style. Mais c'est dommage, mais c'est vraiment dommage que cette bande de connards ne soit pas allée jusqu'au bout du truc et ne soit pas habillée comme ça de manière ultra stylée, quoi. Putain. C'est vrai que si ça pouvait au moins leur apporter le style, ce film, ça serait bien. Ça serait génial. Et donc, moi, pour conclure, je dirais que, oui, bah c'est, comme ça a été plus ou moins dit, c'est un film vraiment d'une très très grande qualité, il n'y a quasiment pas de défaut. Les costumes, les décors, la lumière, les doublages, même les doublages français sont excellents, le jeu d'acteur, voilà, c'est un film quasi parfait, qui est aussi bon sur le fond que sur la forme. Malheureusement, voilà, ce film a été récupéré par la culture racaille et ça a éloigné beaucoup de personnes de ce film, alors que c'est un film qui est vraiment
qui est pétri de qualité, qui a des choses à dire, qui est vraiment un film à voir. C'est le chef-d'œuvre absolu de Palma. C'est un des chefs-d'œuvre des années 80. Vous devez absolument voir ce film. Et j'espère que cette émission, si cette émission aura permis ne serait-ce qu'à une seule personne qui, comme Bob, avait été bloquée par tout cet aspect racaille du film, et si ça permet à une personne comme ça de voir ce film, moi je considérerais que l'émission, ça sera déjà une franche réussite. Voilà. Tout à fait. Et n'hésitez surtout pas à commenter, à nous donner vos impressions de Scarface, et puis même, j'imagine bien que la plupart d'entre vous ont déjà vu le film, qui nous écoutez, et dites-nous justement comment est-ce que ce film vous a marqué. Regardez-le d'abord. Voilà. Oui, exactement. Regardez-le et dites-nous votre interprétation. Est-ce que vous avez vu les mêmes choses que nous, évidemment. N'hésitez pas à redécouvrir vos œuvres aussi. C'est ça aussi le message. Et voilà, et nous on répond on répond à tous les messages, on voit tous les messages, donc n'hésitez pas à interagir avec nous dans la chaîne, dans l'espace commentaire. J'en profite, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous, faites sonner la cloche et tutti quanti, on le dit jamais dans les vidéos, là c'est l'occasion. Faites sonner la cloche. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir, et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Bonne nuit les mauvais garçons. N'oubliez pas de partager, abonnez-vous, laissez des commentaires. C'était Les Ardosiens. Rendez-vous au prochain épisode.